Bienvenue. Je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Je trouve qu'on est en train de perdre de vue ce que doivent bâtir les entrepreneurs. Pour moi, les entrepreneurs sont des bâtisseurs. S'ils ne sont pas des bâtisseurs, alors ils ne servent à rien dans le monde d'aujourd'hui. Emmanuelle Duez est notre première invitée de cette deuxième saison. Entrepreneure, passionnée, militante, débordante d'énergie, je vous invite pendant ces quelques minutes à plonger dans son univers, l'univers des bosons, comme elle les appelle, du nom de ses collaborateurs, de son cabinet de conseil, ou plutôt du mouvement qu'elle a créé il y a plus de 6 ans. Sa raison d'être, la transformation des entreprises en misant sur le capital humain, les femmes et les hommes de l'organisation. Comment garder et valoriser les talents, comment se transformer pour devenir meilleur et plus performant, comment comprendre les évolutions en cours, qu'est-ce qu'un bon manager aligné avec son entreprise et ses collaborateurs. Enfin, que vient changer la génération Y qui voit avant tout aujourd'hui l'entreprise comme un lieu d'épanouissement. Voilà quelques-unes des questions auxquelles Emmanuelle Duez répondra, sans oublier notre interview déclic. Merci infiniment de nous suivre pour cette deuxième saison. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée, commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu, cela m'aide et m'encourage. Impact Positif, saison 2, épisode 1, andiamo. Emmanuelle Duez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. On est ravis de démarrer une nouvelle saison du podcast avec vous. Alors, vous êtes prospectiviste, vous travaillez sur la transformation des entreprises, vous êtes à la tête du cabinet de conseil de Boson Project. En parallèle, vous travaillez aussi à l'empowerment des femmes. Vous avez fondé en 2011 l'association Women Up, première association mêlant les thématiques de genre et de génération qui promeut la mixité dans l'entreprise. L'an dernier, un classement vous a placé dans les 30 personnalités les plus iconoclastes de la planète dans votre secteur. Enfin, vous êtes aussi réserviste dans la marine nationale. Alors, il y a 6 ans, vous avez lancé votre cabinet avec The Boson Project, qui est un cabinet atypique, qui casse un peu les codes, on va le voir. Vous aidez les entreprises à garder les jeunes générations aussi qui arrivent sur le marché. Vous les aidez à les attirer tout simplement dans un monde qui a radicalement changé. Vous les accompagnez pour qu'elles restent aussi attractives pour leurs collaborateurs tout court. En gros, vous misez sur le capital humain, véritable levier pour transformer l'entreprise. Vous les aidez à travailler sur leur mode de fonctionnement afin d'être plus en phase avec leurs employés. Alors vous êtes vous-même plutôt jeune, la trentaine, on ne peut pas dire que vous avez eu l'idée de créer ce cabinet dans une deuxième partie de carrière, vous avez lancé ce cabinet assez vite, même dans la vôtre. Pourquoi et comment avez-vous eu l'idée de créer le Boson Project ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Alors, je pense que déjà toute petite, j'étais militante. À faire des grèves à l'âge de 12 ans contre les injustices c'est vrai de que l'école. C'est tôt. Voilà, donc j'ai quand même quelque chose génétiquement ou familialement d'assez ancré. Je pense qu'il y a 2 raisons qui ont fait le lit de la création de The Boson Project. La première raison, elle est professionnelle. J'ai fait des études à rallonge en me posant des questions métaphysiques sur le sens de la vie et le sens de mon engagement dans une entreprise. J'ai bourlingué dans pas mal d'entreprises avec des stages et des apprentissages et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'absurde dans le monde d'aujourd'hui, une capacité de destruction des organisations qui est très forte pour le capital humain que nous sommes. Et en parallèle, et c'est paradoxal, une volonté extrêmement forte de s'engager aujourd'hui dans les entreprises parce que ça fait sens, parce que ça dit de nous ce que nous sommes, parce que les repères s'abîment, parce que l'entreprise, c'est quand même un des lieux dans lesquels on va passer le plus de temps de sa vie. Et donc, il y a cette espèce d'effet ciseau un peu étrange. Et puis, il y a une raison personnelle qui est que, en parallèle de ces réflexions métaphysiques, j'ai mon papa qui s'est fait jeter comme une vieille chaussette d'une entreprise. Et donc, j'ai pu observer à quel point, pour la juriste que j'étais à l'époque, c'est étonnant de voir des entreprises
personnes morales détruire des personnes physiques. Et je me suis dit, plutôt que de faire comme beaucoup de ma génération, en tout cas pour la population col blanc, fuir pour aller dans un Eldorado de start-up qui en réalité n'est pas mieux que l'entreprise traditionnelle, je vais essayer avec humilité et abnégation, parce qu'il en faut, de réparer l'entreprise qui me semblait abîmée. Et donc, The Boson Project est né de cette manière. D'ailleurs, ça s'appelle le boson pour boson de Higgs, particule élémentaire de l'univers, qu'on appelle aussi la particule de Dieu, parce que je considère que les individus dans l'entreprise sont les particules élémentaires d'une organisation. Et j'ai découvert au fur et à mesure de ces 7 ans de boson qu'en fait, il y avait des boîtes extraordinaires qui étaient en proie à des enjeux de transformation extrêmement importants, qui avaient une humilité, une authenticité, un patrimoine immatériel qui est sublime et qui avaient besoin de l'aide des collaborateurs de dedans, du capital immatériel, de l'écosystème environnant. Et donc aujourd'hui, c'est ça notre métier. C'est de rendre possible l'engagement pour une entreprise, pour des belles entreprises qui sont en train de se réinventer, qui veulent être encore plus belles demain ou qui vont mourir si elles ne se remettent pas en cause. Et de faire ces transformations avec l'aide du corps social. Et comment vous avez fait pour être crédible parfois face à des cadres qui étaient beaucoup plus âgés que vous finalement au début? Alors ça, c'est une super question. Quand j'ai commencé, je suis partie avec mon bâton de pèlerin, avec pas mal de culot. J'ai trouvé les adresses mail des CEO du CAC 40, voilà. Et je leur envoyais des mails en leur disant, voilà, je vais vous expliquer que l'entreprise traditionnelle est en proie de profondes transformations et que ce qu'on appelle la génération Y, le symptôme millennials, en fait, est surtout le symptôme de l'obsolescence des manières de fonctionner classiques que l'on connaît dans l'entreprise post-industrielle d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 3 réactions différentes. La première réaction, c'est des gens qui vous répondaient déjà. Oui. Alors oui. Ils me répondaient parce que, pour le coup, ils avaient un problème générationnel. La plupart des entreprises, il y a 7 ans, avaient commencé à voir un vrai sujet d'attraction et de rétention des talents et de perte des jeunes talents à potentiel dont on a absolument besoin pour assurer la survie de l'entreprise dans les années à venir. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, en voyant les chiffres RH, en recevant dans leur boîte mail un mail complètement hallucinant d'un uluberlu de 25 ans qui leur dit « Je vais vous expliquer pourquoi la jeunesse se casse et en fait, c'est pas la faute des jeunes, c'est une remise en cause du management. » Oui, vous qui n'aviez en plus pas spécialement une grande carrière derrière vous non plus. J'avais pas du tout de grande carrière. J'en ai toujours pas. J'essayais de trouver une façon diplomate pour le dire. Non, j'avais rien du tout, si ce n'est des idées et puis une énergie monumentale que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui fait l'apanage des entrepreneurs. Donc j'ai eu 3 réactions. La première réaction, c'est la génération Y, c'est une bande de pourris gâtés, vivement la prochaine. J'ai une autre réaction qui était vous êtes une révolutionnaire dangereuse pour le monde de l'entreprise. Et puis j'ai une 3e réaction qui était la plus intéressante, qui était de dire il y a probablement en effet quelque chose qui se cache derrière cette fuite de talents qui s'observe au niveau international. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, avec des études et des analyses pour essayer d'adosser des métriques à des intuitions. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour se rendre crédible quand on lance un business de conviction, un business militant auprès de dirigeants qui ont 3 fois son âge? En fait, on bosse pour essayer de prouver ces intuitions. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a des entreprises qui nous ont mis le pied à l'étrier pour essayer de quantifier au niveau international ce que voulait dire cette fuite de talent et qu'est-ce que ça impliquait en termes de refonte des modèles de management traditionnels. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes passé par beaucoup d'écoles, Sciences Po, ESSEC, Bocconi à Milan. Vous étiez curieuse, vous aimiez toucher un peu à tout, vous ne saviez pas vraiment dans quoi vous lancer? Non, je ne savais pas dans quoi me lancer. En fait, j'ai fait des études pour être juge d'instruction. Le seul truc qui m'intéressait à l'école, c'est le droit pénal, le droit criminel. Et puis, comme je reste fondamentalement militante, mais j'ai mis 25 ans pour le savoir. On ne sait pas, quand on est tout petit, ce que ça veut dire qu'être militant et que finalement... Quand on fait une grève à 12 ans, on ne sait pas qu'on est engagé et militant. On pense qu'on fait une crise d'adolescence très tôt et qui se finit très tard. Mais c'est seulement quand j'ai créé Woman Up que j'ai su que ce qui m'habite et ce qui m'anime, c'est de fédérer autour de moi des talents, des gens extraordinaires pour transformer des convictions en impact. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai commencé par le sujet féminin parce que j'ai été confrontée à des situations qui m'ont interpellée
parce que j'étais confrontée à des jeunes femmes de ma génération qui considéraient que c'était bon. Les guerres avaient été menées et qu'il n'y avait plus rien à faire. Au contraire, j'avais observé que les générations se suivent et se ressemblent sur ce sujet et que à 30 ans, on considère que c'est terminé. À 50 ans, on se prend le plafond de verre en pleine figure. Et puis on a une fille à qui on raconte qu'en fait, c'est compliqué. Ouais, j'ai mis du temps à savoir exactement que j'étais une militante. Et puis, une fois que je l'ai su... je me suis pas arrêtée, quoi. La marine, les bosons, l'entreprise. En fait, je pense que le militantisme, il est avant tout politique. C'est-à-dire qu'on essaye de transformer la société avec les leviers qu'on a dans ses mains. Et moi, le levier qui m'a paru le plus évident, c'est celui de l'entreprise. Parce que je crois vraiment au pouvoir des organisations pour changer la vie des gens. Et une fois qu'on a changé la vie des gens, ils peuvent changer la vie de la cité. Alors, juste, les étudiants autour de vous, dans ces écoles que vous avez fréquentées, est-ce qu'ils étaient dans le même état d'esprit que vous? Ou alors vous vous sentiez un peu, finalement, à part? À Sciences Po, ils n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit que moi, résolument. Et je pense qu'en école de commerce, je suis arrivée à l'ESSEC à un moment où il y avait quand même une frénésie entrepreneuriale assez importante. Donc j'étais plus à l'aise parce que beaucoup de jeunes à cette époque se posaient la question d'écrire leur propre histoire, avant même de rentrer dans le monde de l'entreprise. Là où j'étais un peu différente, c'est sur cette histoire d'aventure entrepreneuriale et de conviction. C'est-à-dire que pour moi, l'entrepreneuriat est au service de mes convictions et pas l'inverse. Ce qui fait de moi un entrepreneur un peu différent, un entrepreneur de seconde zone pour certains, peut-être plus une militante politique ou sociétale qu'entrepreneuriale, ça c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est de s'engager pour toutes les raisons. Il suffit d'allumer la radio, la télé ou Internet pour s'en rendre compte. Et je crois fermement que s'engager en créant des associations, en créant des entreprises, en arrivant à passer à l'échelle l'impact par le prisme des organisations, ça a du sens. Alors, vous le disiez un peu tout à l'heure aussi, avec The Boson Project, au départ, vous avez été un peu perçu comme un ovni, où les entreprises, parfois, elles sont aussi venues à vous, au fur et à mesure. Non, elles sont venues elles sont venues à nous, alors pas toutes. Comme on est assez... on a la flamme, en fait. C'est-à-dire qu'on croit à ce qu'on fait, on est contagieux. C'est pour ça que on va d'ailleurs à l'abordage des organisations. C'est parce que cette flamme qui nous anime, d'autres collaborateurs sont contaminés et à leur tour, en fait, portent la transformation de l'entreprise. En fait, les chefs d'entreprise qui viennent à nous représentent une catégorie de leaders un peu spécifique. On est sur des patrons et des patronnes qui ont beaucoup réfléchi à leurs responsabilités personnelles, qui souvent ont eu 2 moments dans leur carrière, un moment où ils ne se sont pas posé de questions, et puis un moment où ils ont eu une crise de conscience, arrivée tout en haut, en se demandant est-ce que je m'installe confortablement pour un temps assez long ? Est-ce que cette mission qui m'a été donnée, c'est un passage ? Et si oui, quel impact et quelle marque j'ai envie de laisser ? Et c'est souvent à l'occasion de cette réflexion sur le rôle et la responsabilité des leaders dans un monde en reconstruction, dans un monde de perte de repères, qu'on a des requêtes, en fait, parce que nous, on est conseillés de personnes, si ce n'est du corps social, dont on permet une introspection un peu en profondeur pour donner aux chefs d'entreprise les armes intellectuelles et humaines de sa stratégie, en disant « Ok, je pars d'où ? Pour aller où ? Et dans quel état est le capital humain ? Qu'a-t-il, lui, envie de porter pour l'entreprise de demain ? Comment puis-je augmenter la définition que je donne de l'entreprise, de ce projet collectif ?» Et là, il y a la loi Pacte notamment, va peut-être aider les entreprises. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure de cette loi Pacte et ce qu'elle change concrètement, en tout cas aussi dans votre travail. Comment ça se passe avec les entreprises que vous conseillez ? C'est un contrat à long terme ? Vous les suivez dans leur transformation ? Comment ça se passe ? On les accompagne. Je veux dire qu'il y a 2 manières différentes. Il y a une première approche qui consiste à, pour nous, apporter la preuve qu'un audit en profondeur du corps social, d'un point de vue sociologique, psychologique, culturel et organisationnel, est utile. Et là, c'est plutôt des missions courtes qui donnent au COMEX ou au CODIR des armes pour prendre des décisions. Ou alors, on a des missions beaucoup plus longues, où là, on s'inscrit sur 9 mois, 2 ans, où on va mettre en expression et en mouvement le corps social pour que eux pensent
et porte la stratégie de transformation. Donc on va rendre des collaborateurs, personnel navigant, personnel sur le tarmac, hôtesses, acteurs de la transformation de la boîte, en leur rendant la responsabilité de porter la transformation, notamment d'entreprises qui risquent de disparaître si le corps social ne se mobilise pas. Donc il y a 2 cas de figure différents. Un premier cas de figure, on apporte une preuve que oui, il faut absolument embarquer le capital humain de l'entreprise dans toutes ses composantes, dans la consolidation d'un projet humain, le projet humain étant le miroir du projet économique stratégique. Sans consolidation d'un projet humain, il n'y a pas de stratégie qui tienne. Ou alors, on fait en sorte que ce projet humain soit viable et que les hommes et les femmes portent le projet économique sur le temps long. Et là, on est davantage dans de l'apport de preuves sur le temps long, que oui, ils sont capables de s'engager dans un contexte où en France, le corps social des entreprises est largement désengagé. Oui, ils s'engagent quand ça fait sens. Oui, ils s'engagent quand la vision cible elle est porteuse. Oui, ils s'engagent quand on crée les conditions nécessaires. Et à la fin, ça transforme véritablement les choses. Alors comment vous les voyez, toutes ces grandes organisations évoluer ces dernières années ? Je lisais un papier dans Le Monde justement par rapport au G7 qui s'est tenu ce week-end. Les PDG redécouvrent la responsabilité sociale. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier. Il explique en fait que de grands groupes ont décidé de s'engager pour lutter contre les inégalités. Ce n'est pas par idéologie, dit Emmanuel Faber par exemple, mais par réalisme. Vous la voyez comment, cette évolution des entreprises dans les prochaines années ? Alors, je pense qu'il ne faut pas être naïf sur la situation actuelle. La loi Pacte, elle a créé un momentum où on se pose des questions. Pour autant, on n'est pas à l'abri de phénomènes marketing qu'on a bien connus sur tous les sujets, et notamment sur le sujet générationnel. C'est-à-dire qu'on va s'emparer de cette responsabilité sociétale, humaine, environnementale des entreprises pour faire un peu de greenwashing ou de human washing sans véritablement transformer les choses en profondeur. Donc je pense qu'on a un carrefour des chemins où, OK, on s'est dit que c'était important aujourd'hui d'augmenter l'objet social de l'entreprise. En réalité, il ne s'agit pas de l'augmenter. Il s'agit juste de revenir aux fondamentaux de ce à quoi sert une entreprise. Oui, de l'investir tout simplement peut-être. D'investir pleinement l'objet social. D'ailleurs, l'objet social, il porte bien le nom de social. Social, il y a les hommes et les femmes, il y a l'écosystème humain qui fait vivre et qui fait vibrer une organisation. Donc je pense que l'époque, elle est à la fois source d'opportunités, parce que si certains souhaitaient s'engager, c'est maintenant. C'est valorisé d'un point de vue médiatique, c'est valorisé d'un point de vue juridique, c'est attendu des collaborateurs et des consommateurs, c'est super. Et en même temps, quand on ouvre également l'aspect un peu shiny du sujet de la RSE, s'engouffrent des gens qui vont aller faire du marketing et du branding sans transformer l'essai. Moi, je pense que... Ils n'ont pas vite découvert un peu ces entreprises-là aujourd'hui ? Elles sont pas vite découvertes ? Oui. Non, je crois pas. Je crois pas, malheureusement, parce qu'elles sont filoutes. Et en fait, ceux qui s'engagent vraiment, les entreprises qui font bouger les lignes de leur management, de leur business model, de leur système de création de valeur, de leurs KPIs, de ce qu'on suit, c'est les entreprises les plus taiseuses. Nous, on a la chance d'accompagner des boîtes qui sont gigantesques, qui font des centaines de milliers de collaborateurs dans le monde entier, qui sont en train de se dire, OK, quelle est notre raison d'être fondamentalement ? Comment est-ce que notre business model de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur, on le transforme pour être au service de ce qui fondamentalement a toujours été la raison d'être, la vocation initiale des entrepreneurs d'origine. Ces entreprises-là, on ne les entend pas, on ne les voit pas, pour la simple et bonne raison qu'elles attendent d'avoir quelques preuves et qu'elles sont là au milieu du gué. Le milieu du gué, c'est la partie difficile, parce que quand on se transforme pour de vrai et qu'on va du modèle social de l'entreprise, c'est-à-dire le moteur interne, jusqu'au moteur économique, c'est-à-dire le business model, pour aligner les deux, à un moment donné, vous devez faire face à cette décision. Est-ce que je lâche un petit peu de points de croissance et de rentabilité pour être vivant encore dans 10 ans ? Mais 10 ans, ce ne sont plus des horizons de temps avec lesquels dealent les organisations. Donc on verra dans 5 à 10 ans si ces entreprises qui sont en train d'opérer une mue très en profondeur et en silence sont encore vivantes. Et là, on aura des rétextes intéressants à utiliser pour les autres entreprises qui font du bruit. Il y a toujours deux mondes qui s'affrontent, selon vous. D'une part, l'entreprise traditionnelle, capitalistique, qui cherche effectivement à générer la croissance, et un autre monde qui associe performance économique et impact social, environnemental. Non, ça, pour le coup, je pense que c'est en train de... Alors, ça existe aujourd'hui factuellement toujours, évidemment. Et d'ailleurs, la financiarisation de l'économie, elle est quand même responsable de pas mal des maux humains et des maux économiques que l'on observe dans l'entreprise. Mais je crois quand même que si ce momentum spécifique
à créer quelque chose de très positif, c'est sur la prise de conscience sincère que la performance va devoir changer de définition fondamentalement. Et que dans un monde où on consomme 1,7 planètes par an, la croissance pour la croissance, frénétique, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens en interne d'un point de vue attraction et rétention des talents. Bien au contraire, ça les fait vomir. Et ça a de moins en moins de sens pour ces talents qui sont également des consommateurs avertis, de plus en plus conscients et de mieux en mieux informés. Donc je pense que soit par conscience, soit par engagement, parce que les patrons, les actionnaires dont on parle sont des parents qui regardent le monde tel qu'il est. Soit par obligation, parce que le marché interne comme externe, des talents comme des clients, est en train de muter et devient de plus en plus exigeant, de plus en plus corrosif, fait de moins en moins de concessions sur les désalignements entre ce business model, cette vocation sociale, sociétale, la raison d'être des organisations. Pour ces 3 raisons-là, quand même, on est en train de se dire que la performance, elle doit nécessairement être augmentée d'une approche sociale et environnementale. Et que ce n'est pas une histoire de RSE qu'on met à côté d'une direction, à côté des RH, un peu obscure. On met des femmes d'ailleurs, parce que c'est un peu obscur, c'est un peu soft, c'est un peu gentil. Aujourd'hui, c'est au cœur de la strate des boîtes. Et sans ça, en fait, il n'y aura plus d'entreprise. Si on prend juste le sujet des talents, aujourd'hui, quel jeune homme ou jeune femme sensé de 25 ans, qui est informé sur le monde actuel et sur ses défis, va s'engager pour une boîte qui n'a pas de sens et qui est dégueulasse dans la manière dont elle génère de la performance ? Qui ? On l'a vu effectivement avec le manifeste pour le climat dont on a parlé. On a d'ailleurs invité les acteurs des grandes écoles qui s'étaient élevés contre ça, qui réclament déjà des comptes envers les grandes entreprises. Ils ne sont pas encore engagés finalement. Justement, donc cette nouvelle génération, la génération Y, on dit souvent d'elle qu'effectivement, elle réclame du sens, elle est aussi plus ferme sur sa qualité de vie que la génération d'avant. Comment vous la décririez aujourd'hui ? Je pense que ce phénomène générationnel qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que les moins jeunes y ont vu une hégémonie de la jeunesse et les plus jeunes ne s'y sont pas reconnus. En fait, c'est surtout un des symptômes très visibles et qui coûte cher à l'entreprise de cette obsolescence du modèle traditionnel de l'entreprise, notamment du modèle managérial. Donc si, pour moi, on devait donner une définition la plus juste possible dans le monde de l'entreprise de ce phénomène millennials, c'est le symptôme haut et fort, clair, de la remise en cause fondamentale des modèles de management traditionnels, qui d'ailleurs usurpent leur nom, puisque dans la plupart des organisations aujourd'hui, vous n'avez pas de véritable modèle de management. Vous êtes manager après un certain nombre de bons et loyaux services dans un poste d'expertise. On vous donne dans une pochette surprise le droit d'avoir une équipe, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Et soit vous avez au fond de vous l'envie de prendre soin du corps social, d'arroser l'engagement individuel et collectif matin, midi et soir, de passer du temps. Et vous êtes un bon manager, et vous allez faire grandir les talents, et vous allez donner du sens à la vie des gens. Soit vous en avez rien à faire, et c'est terrible, et c'est quand même la majorité des modèles de management qui sont... c'est la faute à pas de chance, la faute ou grâce à un bon manager, ma vie a changé dans une boîte. Donc je pense que c'est ça le sujet générationnel, c'est une génération globale, pour la première fois dans l'histoire des générations, puisqu'on retrouve des millennials partout sur les 5 continents, qui attend du monde de l'entreprise qu'elle devienne un lieu d'épanouissement des hommes et des femmes qu'ils sont, et pas simplement des professionnels qui doivent devenir, qui se cognent la tête à des modèles managériaux statutaires, opaques, où la démocratie, lapsus révélateur, la méritocratie est souvent un miroir aux alouettes, et qui signifie, soit par leur désengagement, soit par leur révolution par les pieds, c'est-à-dire qu'ils se cassent en bonne et due forme, qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Et ça, c'est super, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez des top managers, des dirigeants qui se disent « Ok, comment est-ce qu'on a l'audace d'une remise en cause en profondeur de ces modèles culturels et organisationnels pour, à minima, favoriser l'engagement de ces jeunes talents dont on a besoin aujourd'hui, et en réalité transformer le rôle et la raison d'être des entreprises demain. Et justement, ces jeunes, vous les voyez où dans les 5 à 10 prochaines années ? Vous les voyez en entreprise ? Vous les voyez créer leur entreprise ? Vous les voyez freelance ? Vous les voyez comment ? C'est une super question, parce qu'il y a 10 ans, on savait où ils allaient.
Si on prend on va prendre une toute petite population, mais qui sert un peu de vigie pour le reste des générations. Prenons la population col blanc qui sort de grandes écoles. Il y a 10 ans, on savait très bien où ils allaient. Ils allaient dans la banque et l'assurance, ils allaient dans le M&A, ils allaient dans le conseil en stratégie, ils allaient dans le luxe. Il y a 5-7 ans, ils ont disparu des radars et ils sont partis massivement dans l'écosystème des startups où le salaire médian est aux alentours de 1 500 euros, en quête de quelque chose, avec l'idée au fond du ventre que small is beautiful. Puisque c'est petit, il y a de l'impact, peut-être, il y a du sens, probablement, j'aurai de la place, j'aurai de l'autonomie, j'aurai de la latitude. Malheureusement, c'est pas parce qu'on monte une boîte qu'on a 25 ans qu'on a la science infuse du management et qu'on met en place des organisations scalables d'un point de vue économique et d'un point de vue humain. Donc je pense que là, on est en train de vivre un espèce de retour de boomerang. Si vous allez sur Internet, vous avez beaucoup de témoignages de ces jeunes qui sont partis dans cet écosystème start-upien et qui en sortent avec beaucoup de désillusions en disant « non, finalement, small n'est pas beautiful ». Et alors du coup, si on fait un exercice de prospective sur où j'aimerais voir les jeunes talents dans les 5 à 10 prochaines années, en fait, moi, je pense qu'il y a un territoire avec de très belles entreprises, de très beaux leaders, parce qu'il n'y a pas de belles entreprises sans leadership à la hauteur. C'est dans les PME et les ETI familiales sur le territoire français. Et en fait, il y en a plein. Et nous, s'il y avait une découverte chez les Bosons, ça serait celle-ci, c'est que au fil des années qui suivent et qui ne se ressemblent pas, on a eu la chance immense de travailler pour des entrepreneurs fondateurs, des chefs d'entreprise un peu partout en France et à l'étranger, de boîtes familiales qui sont devenues en fait des entreprises qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et dans lesquelles le souci de l'humain, de la scalabilité, de l'engagement humain, corollaire de la croissance économique est vital, est permanent, est viscéral. Et je pense, j'espère, qu'à un moment donné, ces talents col blanc, col bleu, qui ont fait des longues études ou qui n'ont pas fait du tout, qui sont en plein désarroi, parce que finalement, où est-ce que je trouve ce sens et cette identité, en fait, ils ont un rapport identitaire aussi à l'engagement dans l'entreprise, vont se rendre compte qu'il y en a plein des belles boîtes, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Finalement, des entreprises qui valent la peine que l'on s'engage pour elles, il y en a, et il y en a de plus en plus. Alors Alexandre Mars, qui est le fondateur d'EPIC, qui disait justement dans un précédent Impact Positif que la nouvelle génération, elle avait plutôt une vision du monde, une vision de l'être, alors que lui, c'était plutôt la vision de l'avoir, effectivement, c'était plus la grille des salaires, effectivement le matériel, et que ça avait un impact aussi sur les générations d'avant. Les générations d'avant, finalement, elles étaient aussi impactées par ce qui arrivait. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment comme ça que ça se passe aussi ? Je pense qu'en fait, la jeune génération dont on parle, qui est le bébé d'une précarisation du marché de l'emploi de manière générale. On ne peut plus s'engager dans une entreprise en échange d'un emploi pour la vie, être serein, acheter sa voiture, sa maison et se dire, en fait, à 60 ans, je partirai à la retraite. C'est une population qui arrive dans un monde où les repères sont en destruction, on en crée des nouveaux. Il y a une obsolescence des compétences qui est extrêmement forte. Donc on sort de l'école avec des compétences qui sont déjà obsolètes. On va devoir créer son propre métier, être entrepreneur de sa vie, entrepreneur de sa formation. Et je pense qu'en effet, cette précarisation de l'univers de ces jeunes les amène à se poser plus rapidement des questions philosophiques existentielles. Et nous, on a fait une mission qui était super intéressante dans un très grand cabinet de conseil mondial, où on accompagnait une quinzaine de jeunes femmes. Et à mi-parcours, au bout de 3 mois, elles se sont toutes mises à pleurer en disant « Mais on ne s'est jamais posé la question du sens de notre présence dans cette boîte et de ce qu'on voulait fondamentalement. » Et je pense que c'est une question qu'on se posait peut-être massivement beaucoup plus tard avant. Mais pour des bonnes raisons, parce qu'en fait, l'univers environnant ne poussait pas à se poser cette question fondamentale aussitôt. Je pense que là, on est face à des populations qui, très tôt dans leur vie professionnelle, se demandent ce qui fondamentalement les anime.
Et ça réveille des questionnements qui sont présents dans toutes les générations. Pour le coup, c'est pas l'apanage de la jeunesse que de se poser la question du sens de la vie. Simplement, quand vous êtes dans une équipe, que vous avez des jeunes de 30 ans en face de vous, qui passent leur journée à se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire de moi que de bosser dans cette boîte ? Qu'est-ce que ça veut dire de moi de ne pas bosser dans une autre entreprise, de m'engager dans tel ou tel assaut ? Qu'est-ce que je fais pour faire bouger les lignes ? Ça réveille, je crois, dans les générations des quadras, des quinquas, la génération 68 arde, quelque chose qui était un peu en germe, en fait, mais qui est fondamentalement humain, qui est de se dire, OK, à quoi je sers ? À quoi ça sert tout ça ? Et une fois qu'on répond avec cette question, à minima qu'on se la pose, je pense qu'on devient un acteur du changement. On commence à voir les choses de manière différente, à mettre en perspective. Et quand on fait quelque chose, il faut que ça soit porteur de sens pour soi, pour les autres ou pour le monde. Alors, récemment, vous avez participé aux USI Conférences, Unexpected Source of Inspiration. Ce sont des conférences à Paris à destination des entreprises, 2 jours d'inspiration avec des conférenciers de grands talents dans tous les domaines. Vous y avez tenu une conférence appelée « D'entreprendre, mon cœur s'est arrêté ». Et dans cette conférence, vous avez notamment affirmé qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, il ne peut plus avoir le luxe de ne pas être un entrepreneur engagé. Est-ce que c'est un message qui passe ? Je ne sais pas s'il passe suffisamment. En tout cas, c'est mon message. Et plus le temps passe, et plus j'y crois. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, quand on peut s'engager, et quand on est un entrepreneur, ça veut dire qu'on a confiance en soi, qu'on a de l'énergie à revendre, qu'il y a des gens qui vous font confiance, qu'on est capable de créer à partir d'une page blanche. C'est des assets qui sont très importants, en fait, dans un monde qui est en train de se réinventer. Je crois fondamentalement que quand on a toutes ces qualités, tous ces attributs, on a l'obligation de faire la différence. Et ce qui m'inquiète et m'interpelle aujourd'hui, c'est ce paradoxe entre une frénésie entrepreneuriale à tout va, où tout le monde entreprend tout et n'importe quoi, un emballement financier derrière, parce qu'on finance avec beaucoup d'argent des initiatives parfois totalement hors sol et qui n'ont aucun sens pour le monde de demain, et un espèce de cynisme en fait qui se dégage de ça, qui n'a, selon moi, rien à voir avec ce qui fait normalement l'étoffe d'un entrepreneur. Dit de manière plus simple, je trouve que l'entrepreneuriat est en train de devenir un produit financier, avec en guise d'entrepreneurs des financiers qui ont comme ambition première de lever des fonds et de sortir le plus rapidement possible de boîtes qui n'ont même pas des objets économiques viables. Et que finalement, ce qui fait normalement, enfin selon moi, alors c'est une vision hyper traditionnelle, mais j'assume totalement, ce qui fait l'étoffe d'un entrepreneur, c'est quand vous montez une boîte, quelqu'un qui vous fait confiance, et que vous signez votre premier CDI, vous devez pleurer. Parce que c'est ça, en fait, ce qui donne le sel et le goût de l'entrepreneuriat, et ce qui compense le fait qu'on bouffe des couleuvres à longueur de temps. C'est qu'à un moment donné, vous créez quelque chose qui a une valeur immense, en fait. Vous créez du travail, vous créez de l'engagement, vous créez de la cohésion, vous créez de la fraternité, vous créez du sens, vous créez un écosystème. Et je trouve qu'on est en train de perdre de vue ce que doivent bâtir les entrepreneurs. Pour moi, les entrepreneurs sont des bâtisseurs. S'ils ne sont pas des bâtisseurs, alors ils ne servent à rien dans le monde d'aujourd'hui. Mais alors justement, vous venez justement me parler de cette jeune génération, ou plus si jeune que ça d'ailleurs, mais qui était portée par le sens et portée par l'épanouissement. Ils sont où ceux-là alors ? J'espère qu'ils sont en train de monter des boîtes qui vont faire la différence demain. Je pense pas que ça soit une majorité. Après, je pense qu'il faut une minorité d'éclairés, de fous, d'audacieux, de timbrés pour emporter l'adhésion du plus grand nombre. Donc c'est pas très très grave en fait. J'attends de voir. Et en attendant de voir, j'œuvre à ma toute petite et minuscule échelle, en fait, pour d'abord faire la différence à titre personnel et collectif, chez les Bosons, avec Tchatch, avec la Croisée des Mondes, avec Women Up, avec toutes les initiatives que l'on lance. Et surtout, à l'occasion des conférences et des tribunes qui me sont données, d'haranguer la foule pour faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, à un moment donné, se disent « Ok, se lamenter devant une situation qui a l'air complexe, c'est bien. Agir, c'est mieux. » Le changement climatique, l'urgence climatique, ça prend aussi une part de plus en plus grande dans votre travail ? En fait, c'est la deuxième jambe de l'urgence sociale et sociétale. C'est en train de rentrer de manière très profonde dans nos missions, sans qu'on les fait rentrer nous-mêmes. Parce que l'on s'aperçoit que les chefs d'entreprise qui commencent à associer à la performance économique durable une performance humaine durable arrivent très rapidement à la notion d'imbrication de l'entreprise dans le territoire.
et commence à se dire, OK, il y a la performance économique, il y a la performance humaine. Et en fait, il y a aussi un asset que l'on a parce qu'on est une entreprise intégrée au territoire en local, parce qu'on a du fret, parce qu'on pollue, parce qu'on s'engage, etc. C'est la dimension environnementale. Donc, oui, je pense que de toute façon, dans les années à venir, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la définition de la performance. Aujourd'hui, on distingue la performance environnementale, la performance humaine, la performance économique. Je pense que d'ici 10 ans, ça sera une ineptie que de séparer les trois. Ouais. Parce qu'en réalité, il ne peut y avoir de performance que de performance éthique. Et il n'y aura de performance durable que parce qu'elle est humaine et environnementale, nécessairement. Alors, dans cette conférence, vous parliez aussi des 3 qualités du leader essentielles à vos yeux. Empathie, transparence, fragilité. Oui. oui, en fait, je vous disais tout à l'heure que on a commencé l'aventure Boson en essayant de créer... pas créer des preuves, mais en tout cas de ramasser des métriques pour consolider nos intuitions. Et ça a pris la forme concrètement d'une première étude qu'on a réalisée sur le rapport de la jeune génération au monde de l'emploi, du travail, au niveau international. Et on avait posé dans ce questionnaire qui a été diligenté dans 60 pays, cette question, à quel leader voulez-vous ressembler demain ? Et quel leader est-ce que vous suivriez aujourd'hui ? Et en creusant en qualitatif les réponses, on s'est aperçu que ces 3 mots avaient des occurrences très importantes. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Oui. Et dans un monde de plus en plus complexe, de la complexité qu'évoque Edgar Morin, en fait, cette capacité, elle est absolument indispensable. La transparence, c'est l'alignement, dont on parle beaucoup aussi, l'alignement de l'entreprise en interne, entre les clients, les collaborateurs, mais c'est également de l'alignement personnel au niveau du leader. En quoi est-ce que, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses convictions, par rapport à son éducation, par rapport à sa vision, il est aligné avec l'entreprise dont on parle. Et ça veut presque dire, si on pousse le bouchon le plus loin possible, que dans les années à venir, on aurait des leaders qui sont adaptés à une typologie d'entreprise et d'autres leaders qui ne sont pas adaptés. On ne peut pas mettre n'importe quel mec ou femme à la tête de n'importe quelle boîte. En partie, transparence et fragilité. Et alors le dernier, c'est le mot qui était le plus étonnant. Parce que beaucoup des dirigeants pour lesquels on avait réalisé cette enquête auraient voulu qu'on lui troque le mot humilité. Mais ce n'est pas humilité qui est ressorti, c'est fragilité. Et la fragilité, c'est la capacité dans un monde complexe, incertain, vulnérable, de dire « je ne sais pas, je me suis planté, je ne sais pas faire seul, j'ai besoin de vous ». Et ça, je pense que c'est vraiment l'étoffe des leaders de demain, que d'avoir la capacité à dire les choses comme elles sont et à se mettre à nu dans son humanité la plus profonde par rapport aux défis. Ouais. Quand on doit transformer une boîte de 100 000 personnes dans le monde du retail, dans un monde du retail qui est en train de disparaître, qui se fait dévorer par Amazon, dire « suivez-moi, faites-moi confiance, j'ai tout compris », c'est pas possible. Par contre, dire « ok, c'est à 100 000 qu'on va y arriver et sans vous, je ne suis rien », et oui, j'ai fait des erreurs par le passé, mais demain sera différent. Ça, je pense que c'est un acte de courage managérial. C'est Cynthia Fleury, d'ailleurs, qui parle superbement de l'âge du courage qu'elle appelle de ses voeux. C'est la même chose dans le monde du leadership. D'ailleurs, vous, est-ce que vous appliquez au Boson les préceptes que vous préconisez pour les entreprises que vous conseillez, ou est-ce que vous-même vous rencontrez des difficultés finalement Évidemment qu'on rencontre des difficultés, les mêmes en fait, à l'échelle des 20 personnes que nous sommes ou d'une boîte de 300 000 personnes. En réalité, quand on se pose les bonnes questions, on est confronté aux mêmes enjeux. On essaye, parce qu'on est nous-mêmes un laboratoire évidemment de ce qu'on prône, d'imaginer des choses un peu différentes. Donc en l'occurrence, ici on a un système tournant, donc on a une structure qui est totalement flat, et que vous ayez 20 ans ou 35 ans, on sera toujours le partenaire de quelqu'un sur une mission. Donc c'est des systèmes de leadership tournants avec des coachs. Et les coachs sur des missions sont au service des hommes et des femmes. Donc en fait, aujourd'hui, un Boson, il a au moins 3 référents humains pour cultiver son engagement et son sens au quotidien. Il a un premier référent sur sa mission qui est son manager. Il a un référent coach qui va le réceptionner pour prendre du recul. Et puis, il a un référent RH. Et s'il y avait un modèle de management auquel je crois assez, c'est de permettre aux gens qui ont la fibre de manager, d'être des managers à temps plein. Je crois à un manager sacralisé, formé, choisi, évalué pour 15 personnes.
Et je crois à un manager positionné à côté de son équipe et non pas au-dessus. Parce qu'il est au service des hommes et des femmes et donc il ne peut pas avoir un rapport hiérarchique sur un métier ou sur une mission. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça ressemble, alors c'est différent, mais à ce qu'on appelle l'organisation Spotify, avec des guildes, des squads et des chapters. Mais globalement, en fait, si on tire le jus, l'essence de ces nouvelles façons d'organiser l'entreprise, c'est des organisations qui sont plus fluides, qui sont plus agiles, qui donnent une part beaucoup plus belle au management des hommes et des femmes et qui considèrent que le principal actif, c'est l'engagement du talent. Donc, comment est-ce qu'on crée une structure qui, culturellement et organisationnellement, est systématiquement au service de cet engagement, qui mute au fur et à mesure que le talent vieillit, grandit, change, a des expériences différentes, côtoie d'autres talents. Qui les suit, quoi. Comment travaillez-vous pour examiner à la loupe les transformations de nos sociétés, retraduire ces apprentissages dans le langage de l'entreprise? Est-ce que vous vous basez beaucoup sur l'interdisciplinarité? Alors, on se base complètement sur l'interdisciplinarité. Je pense qu'on est un peu ringard en fait chez les bosons parce qu'il y a beaucoup de trucs dans lesquels on croit qui sont des vieilles choses. Et nous, on croit très fort aux humanités, donc à toutes ces sciences de l'homme, la psychologie, la philosophie, l'anthropologie, l'architecture, le design, qui sont autant de lunettes, de prismes à travers lesquels on arrive à appréhender la complexité. En fait, on essaye d'être le plus humble possible par rapport à la complexité des enjeux qui nous sont partagés par les entreprises avec lesquelles on travaille. Et le seul moyen pour nous d'être humble et d'être un tout petit peu pertinent, c'est de faire en sorte qu'un sujet soit vu au moins par 3 ou 4 lunettes différentes. Et 3 ou 4 lunettes différentes, ça veut dire 3 ou 4 mindsets radicalement différents. Des gens qui vont lire des problématiques humaines et économiques avec une grille de lecture qui repose sur des fondamentaux totalement diverses. Et je pense que l'entreprise, aujourd'hui, elle souffre beaucoup de son hétérogénéité d'un point de vue corps social, et notamment au niveau des COMEX et des CODIR, en fait... La quasi-totalité des entreprises avec lesquelles on travaille ont des instances de direction avec des gens qui se ressemblent. Qui se ressemblent, ça semble, donc ils travaillent probablement très bien ensemble, mais du coup, il y a des angles morts extrêmement importants d'un point de vue humain et d'un point de vue économique. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans le COMEX d'une très grande entreprise française où on a essentiellement des populations d'ingénieurs, on avait une énorme problématique de compréhension des défis du corps social qui faisait grève en permanence. À cause de la capacité à manier la bonne sémantique, le bon vocabulaire pour parler de rationnel émotionnel. Quand vous avez à la tête d'une entreprise des gens qui sont ultra cartésiens, qui ont des profils plutôt ingénieurs, et quand vous avez dans votre corps social des gens qui sont très très chauds dans leur approche des sujets, très latins, très dans l'émotionnel et dans l'irrationnel, en fait vous avez un vocabulaire qui est employé qui ne dit pas du tout la même chose pour les gens et pour les dirigeants. Et je pense que la diversité des profils, c'est un des moyens qui permet d'appréhender la complexité des sujets économiques, environnementaux, sociaux, politiques, financiers auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui. Et nous, on essaye de jouer ce rôle. Alors, vous avez été classé parmi les 30 personnalités les plus iconoclastes de la planète en management leadership, un classement annuel réalisé par 2 Britanniques. Vous êtes la seule Française au milieu d'un classement qui fait la part belle aux anglophones. Ça vous a fait quoi, ce classement ? Franchement, ça m'a fait plaisir. C'est ce que j'ai dit aux bosons en rentrant au bureau ce matin. Je leur ai dit, s'il y a un seul truc de presse qui vraiment m'a touchée, c'est celui-ci. Parce que c'est une reconnaissance intellectuelle des convictions qui sont les nôtres. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, c'est-à-dire que les bosons, c'est pas une start-up, c'est pas un cabinet de conseil, c'est un mouvement pour essayer de designer une entreprise un peu différente demain, dans ses modes de fonctionnement et dans sa raison d'être, et pour avoir un effet d'échelle sur la société. En fait, c'est un mouvement qui, fondamentalement, dans son idéologie, est assez politique, de se dire, OK, je vais faire la différence par le prisme de l'entreprise, parce que l'entreprise, elle a un effet d'impact sur la société au global. Et le fait que... nos convictions, nos idéaux, notre flamme soient repérées, soient comprises par des éminences du management un peu partout sur la planète, ça m'a beaucoup touchée et je pense que pour les bosons, pour l'équipe qu'on représente, parce que c'est évidemment le travail des 20 bosons qui sont ici, des 20 bosons qui constituent un peu l'aéropage de la boîte et puis de l'intégralité de nos clients qui construisent avec nous des missions et des convictions. Parce que au sein de The Boson Project, on a
on a deux jambes. On a un premier pied qui est ancré dans la réalité du terrain et des difficultés de la transformation des organisations. Et puis, on a un deuxième pied qui essaye de prendre du recul systématiquement sur tout ce qu'on observe pour donner vie au contenu, rédiger des enquêtes, des ouvrages, faire des événements pour partager, mettre en perspective. Et c'est vraiment la reconnaissance de ce travail-là, de tout cet écosystème de gens qui sont un peu fêlés, mais qui se disent que c'est possible, une refonte du capitalisme. Alors Emmanuel Duez, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic, c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? En fait, c'est un conseil que j'ai eu très tôt. C'était en cabinet ministériel. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Pas de masque. Donc ça, c'est le conseil que vous auriez aimé avoir. C'est le conseil que j'ai eu. J'aurais aimé l'avoir plus tôt. Je pense que ça m'aurait évité de faire 8 ans d'études en essayant de devenir un truc sur étagère qui semblait bien pour tout le monde. Et c'est un chef de cabinet ministériel qui m'a dit non, mais être un ovni, c'est super. Par contre, il faut aller au bout de ça. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? Michel Serres. Pas mal. Que j'ai eu un tout petit peu. Malheureusement, trop peu. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si j'avais pas eu ma mère et mon père, qui ont, par leur vie et par leur éducation, cultivé la liberté de chacun de leurs enfants. Et je pense que si j'ai une chance immense, c'est que je suis libre de mes choix, que rien ne m'attache. Et donc, je suis libre d'être alignée. Et je discutais justement avant de venir pour cette interview avec un grand chef d'entreprise qui me disait que associé à la liberté, il y a le vertige. Et quand on est vraiment libre, on a le vertige en permanence et je pense que c'est vrai. Votre plus bel échec ? Mon plus bel échec, c'est quand j'ai créé la boîte, je me suis associée avec 2 personnes. C'est parti totalement en cacahuète. Ça a été sanglant. Et en fait, les bons associés. C'était pas le bon trio. Et ça a été très dur, mais très bien parce que ça m'a permis de comprendre fondamentalement qui j'étais et ce que je n'étais pas. Et je pense que c'est très important, qui qu'on soit, de savoir ce qu'on n'est pas, de ne pas se raconter des histoires. Une qualité essentielle pour entreprendre ? L'envie. Enfin, une énergie. Il faut une énergie de dingue. Un conseil que vous donnez tout le temps ? D'être culotté. Je trouve que c'est... En fait, on n'ose pas, notamment quand on est une jeune femme, parce qu'on trouve que le culot, c'est ridicule, parce que c'est mal vu, c'est malvenu. Moi, je trouve que le culot, c'est drôle. Ça fait rire déjà, ne serait-ce que la personne qui ose et qui fait des trucs diablement culottés. Et puis, je trouve qu'en fait, la plupart du temps, on n'a absolument rien à perdre. Si ce n'est se regarder dans une glace et rougir un peu, quoi. Donc, c'est ça. C'est toujours c'est ce vertige de la liberté, de se dire, OK, et pourquoi pas, en fait. Que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment ? D'envoyer un mail au boson. D'accord, on restera sur ce conseil-là. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Duez de nous avoir accordé tout ce temps. Où est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de vos travaux, de vos événements ? Alors on a un site internet www.thebosenproject.com et on est globalement hyper joignable sur tous les réseaux sociaux. Et c'est nous qui répondons. Donc, voilà. Et vous êtes physiquement aussi quelque part à Belleville maintenant, on peut... On est physiquement à Belleville, donc, qui est un lieu qu'on a ouvert justement pour se rendre accessible et visible de tous les gens qui se posent des questions et pouvoir échanger avec toutes les communautés de gens extraordinaires qui gravitent autour de nous. Et puis, de manière générale, en fait, on est beaucoup de bosons militants à prendre la parole un peu partout. On essaye autant que faire se peut de communiquer sur là où on est et on se nourrit des échanges et des rencontres. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Merci beaucoup en tout cas, Emmanuel Duez, et très très bonne route à vous. Merci. Et merci beaucoup. Ça a été super question. Ça a été C'était super. Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage, à David Führer pour la prise de son, à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien @Sylvia Amicone pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.